L'UFC Paris 3 appartient maintenant au passé. Et donc, il est temps de se concentrer sur l'avenir. On va faire un petit jeu, le jeu du matchmaker pour nos francophones qui ont combattu à l'UFC Paris. Et ce sera juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue Sous sur Fight Minds. Bienvenue chez Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors, je vais faire par ordre chronologique. Le premier francophone, j'ai dit francophone, pas français, à avoir combattu à l'UFC Paris, c'était Bolaji Oki. Malheureusement pour lui, il s'incline par guillotine dans la première reprise. Et donc, le prochain combat pour lui, il est à 1-1 à l'UFC aujourd'hui. Il cherche à se faire un nom. Et il y a un autre combattant que j'apprécie énormément et je pense que le combat sera très intéressant entre l'un et l'autre. L'ancien champion du LFL, Bolaji Oki, contre l'ancien champion du Cage Warriors, Jordan Vucenic, qui a signé pendant l'été, qui a pris un short notice contre Guram Kutaladze. Pas facile du tout. Il est donc à 0-1 à l'UFC contre un mec à 1-1 à l'UFC. Les deux sont très jeunes. Les deux offrent des combats très engagés. Le pied-point de l'un et de l'autre, c'est explosif, c'est sec, c'est dur. Ils sont assez durables, même très durables debout. Ça peut donner un très, très beau combat avec peut-être Jordan Vucenic qui a un peu plus l'option de la lutte dans ce combat, ce qui peut justement être une preuve d'axe d'amélioration du côté de Bolaji Oki. J'aime beaucoup ce combat à mettre sur une carte locale en Europe. De nouveau, un Européen contre un Européen. Voilà, tout est réuni pour un combat qui fait sens au niveau du ranking, au niveau de leur style, au niveau de où ils en sont dans leur carrière, au niveau de leurs objectifs, au niveau des axes d'amélioration qu'ils doivent prouver dans leur carrière. J'aime beaucoup ce combat. D'ailleurs, j'en profite. Dites-moi en commentaire les combats que vous voulez absolument voir pour les francophones pour la suite de leur carrière. Faites-le peut-être avant. Bon, là, c'est trop tard pour Bolaji Oki, mais faites-le avant que je le dise pour un peu voir si on a les mêmes idées, si on a d'autres idées. Ça va nous permettre d'échanger en commentaire. Deuxième, c'était Nora Cornol qui est rentrée dans la cage. Malheureusement pour elle, elle s'incline à la décision contre Cavalcanti, qui l'avait déjà battue par le passé. Donc, elle n'a pas réussi à prendre sa revanche. Très dommage. La suite pour elle, alors, c'est assez compliqué parce que elle a son âge, elle a ses objectifs. Donc, il ne faut pas trop traîner. J'aimerais qu'elle re-rentre dans la cage assez rapidement. Mais il faut aussi lui donner du temps de travailler sur les défauts qui ont été exposés pendant ce combat. Donc, je ne vais pas la faire regarder vers l'avant pour son prochain combat, mais vers l'arrière, sur un combat qui fait sens de nouveau. Daria Zelezniakova, qui a combattu sur la même carte. On sait que l'UFC aime bien faire ça de temps en temps. Deux combattants qui étaient sur la même carte, qui ont un peu le même résultat. Les deux ont perdu, les deux se sont inclinés. Finalement, dans le classement, elles sont pas trop loin. Zelezniakova est plus loin derrière. Et il y a un côté assez fun à ce combat, c'est le Derby France. On a Daria qui est pas française, mais qui s'entraîne au MMA Factory. On a Nora Cornol qui s'entraîne chez Johnny Frachet. Donc il y a ce genre de derby, sans que ce soit une Française contre une Française. Je pense que c'est assez intéressant. Et puis il y a une différence de format aussi. On a une très grande face à une plus petite. Il y a un côté stratégique intéressant par rapport justement à leurs différences en termes de morphologie. Donc là aussi, un combat qui peut être fun à mettre sur une carte locale, la prochaine carte en Europe par exemple, et sur le timing, elles ont toutes les deux combattu le même soir. Il n'y en a aucune des deux qui sort avec des gros bobos. Elles ont toutes les deux perdu. Elles veulent toutes les deux se relancer. Donc là aussi, il y a un narratif autour du combat qui est intéressant. Et je pense que c'est le combat à faire. On passe à Taylor Lapillus. Alors, Taylor Lapillus, je me suis dit, il ne veut pas prendre de raccourcis. Il a son âge aussi. Clairement, il a prouvé qu'il avait un gros niveau. Il mérite un genre de step-up dans sa carrière. Et donc, le nom parfait qu'il a déjà call-out par le passé, Cody Garbrandt. Malheureusement, il est déjà planifié contre Miles Jones, qui était aussi une option qui faisait sens. Donc malheureusement, Garbrandt pour moi c'était l'option managériale idéale parce que c'est un name value, il est prenable aujourd'hui, ça peut faire office d'un combat qui est très haut sur une carte, même sur une main carte de pay-per-view éventuellement, ou très haut sur un fight night. Donc c'est vraiment la meilleure option. Le problème c'est que comme il affronte Miles Jones prochainement, je pense que Garbrandt, avec une victoire, ne voudrait pas regarder vers l'arrière, vers Taylor Lapillus. Et avec une défaite,
il perdrait beaucoup de sa name value. Et puis, ça veut dire que Taylor doit attendre. Et je pense que Taylor, c'est dans son intérêt de rester actif. Donc là, j'ai un peu regardé. Je crois que j'ai trouvé 2 options. Ouais, j'ai trouvé 2 options. Donc la première option, c'est Daniel Marcos. Le mec est invaincu. Il est à 3-0 à l'UFC. Il est un peu devant Taylor Lapillus sur Fight Matrix. Donc ça veut dire regarder vers l'avant et avoir l'opportunité de donner la première défaite à un combattant qui est à 3-0 à l'UFC, donc qui s'est déjà ancré à l'UFC, qui a déjà prouvé qu'il avait sa place dans l'organisation. Donc j'aime bien parce qu'il y a un enjeu. Il y a un vrai enjeu. Encore une fois, c'est le genre de victoire qui lui permettrait d'aller flirter avec le top 15, d'être discrètement en dehors du top 15 et de se positionner en cas de victoire comme un futur adversaire de quelqu'un qui a un chiffre ou un nombre à côté de son nom. L'autre option, qui est peut-être plus intéressante d'un point de vue management, ce serait de demander Chris Gutiérrez. Chris Gutiérrez a été dans le top 15 dans sa carrière. Il a perdu contre Song Yadong, qui n'est pas une défaite de laquelle il faut se cacher. Et il s'est relancé depuis. Il a une victoire depuis. Il a 9-3 à l'UFC, donc il a son expérience à l'UFC. Et ça, clairement, une victoire contre Gutiérrez, c'est carrément une opportunité d'avoir un 15 à côté de son nom, juste après l'avoir battu, selon la manière avec laquelle ça a été fait. Et la nouvelle version de Taylor face à la version de Gutiérrez, d'un côté, je trouve que c'est un bon test. C'est un chouette combat pour les fans. Et ça peut vraiment délivrer quelque chose de très intéressant. Donc j'aime beaucoup cette opposition et je pense que encore une fois, elle fait beaucoup de sens. On passe à Oumar Sy. Là, je me suis pas cassé la tête. J'ai regardé la fin du top 15 light heavyweight. Je pense que le but de l'UFC, c'est de construire des nouveaux noms vers le top de la division. Et là, il y a une opposition de style qui est très intéressante. Il y a Bogdan Guskov qui a le 14 à côté de son nom. Donc une victoire contre Bogdan Guskov, ça fait rentrer dans le top 15. Bogdan est à 16-3 en carrière, il a 3 combats à l'UFC, il est sur 2 victoires d'affilée après avoir perdu à l'UFC Paris l'année passée contre Volkan Ozdemir. En termes d'expérience, il en a plus qu'Oumar, mais c'est pas drastique. Donc il n'y a pas de... Voilà, je pense qu'il a... donc Oumar, il a 11-0 maintenant. Donc voilà, il y a 8 combats supplémentaires. 8 combats d'écart, c'est pas énormissime, on va dire. Ça lui donne une opposition face à quelqu'un qui est dans le top 15 et c'est clairement une grosse opposition de style. Oumar, sur ses 10 victoires, il a 10-0. Sur ses 10 victoires, il y en a 8 par finalisation au sol, 4 soumissions et 4 ground and pound, si je dis pas de bêtises. Guskov, de son côté, il a genre 14 KO sur 16 victoires. Donc, ça en jette sur papier. On a vraiment 2 gars qui ont un haut taux de finalisation, 2 gars qui viennent d'arriver à l'UFC et que les gens voient comme des noms intéressants à suivre. Alors, le seul défaut pour l'UFC, c'est clairement celui qui perd, ça ralentit un peu son ascension et l'ascension de 109 vers le haut de la division. Mais pour Oumar Sy, je pense que c'est un bon test à prendre maintenant parce que c'est clairement, ok, là je dois imposer ma force. C'est pas un truc genre comme contre Jung où il a essayé d'imposer son grappling, c'est pas passé et puis il s'est rendu compte qu'en pied-point, il était meilleur aussi. Là, c'est vraiment le genre de truc, tu peux pas rester debout contre Guskov sans que ce soit une prise de risque. Et donc là, il faut vraiment imposer ses forces. Et je pense que pour la direction de sa carrière, c'est très intéressant. Et j'aime beaucoup le combat sur papier. On arrive aux combattants de la main card. On passe à Fares Ziam. Alors, j'avoue que sur le récap XXL, je me suis un peu emballé sur la possibilité qu'il rentre dans le top 15. j'avais dit, BZ va peut-être sauter du top 15. Tous ceux qui sont derrière BZ vont prendre une place et Ziam va être le nouveau qui rentre. Il y a quand même Joel Alvarez, Orolbay, Jean Silva, CDF qui sont pas dans le top 15 de la division. Ziam, maintenant, il va être à côté de ces noms-là, c'est-à-dire directement en dehors du top 15. Ça, c'est sûr et certain. Je pense pas qu'il aura le 15 à côté de son nom, mais je pense qu'il fera partie de ce groupe de combattants, Jean Silva, Orolbay, CDF, Joel Alvarez. Par contre, j'éviterais de prendre un de ces 4 noms parce que ils sont super dangereux. Ils sont vraiment super dangereux et ils sont pas encore dans le top 15. Si tu prends un de ces noms, je trouve que c'est le genre de nom que tu as envie de prendre plus tard quand il y a une place à prendre dans le top 8, dans le top 10 par exemple, parce que là, le risque en vaut le bénéfice. Donc ici, j'ai un peu regardé et moi, j'aime bien Drakkar Klose. Alors, Drakkar Klose, les gens vont peut-être dire, c'est qui lui ? Il n'a pas une grosse name value, mais il est à 9-2 à l'UFC. Il est sur 4 victoires consécutives. Il est aussi dans ce pool de combattants, juste en dehors du top 15. Et il est prenable. Donc j'aime bien ça. Je pense que Nasrat Akparas, c'est une autre option du même style. Il est aussi sur 4 victoires consécutives.
Il a aussi sa petite name value. Enfin voilà, pour ceux qui suivent l'UFC depuis longtemps, Drakkar Klose, évidemment qu'on connaît, Nasrat Haqparast, évidemment qu'on connaît. Ce sont des gars, je ne sais pas s'ils sont déjà rentrés dans le top 15, peut-être, ou ils ont déjà flirté avec la limite. Donc voilà, c'est deux gars qui sont prenables, qui sont dans au même endroit que Ziam dans le classement. Je pense que d'ailleurs sur Fight Matrix, ils sont juste devant lui, donc c'est aussi regarder vers l'avant. Et ça permet à Ziam qui ne cesse de s'améliorer, de continuer à progresser, de pas brûler d'étapes. Il est encore jeune, il n'a pas cette nécessité de brûler des étapes. Donc j'aime bien ces deux combats. Les deux sont disponibles, donc voilà, un combat peut-être en janvier pour Fares, c'est le bon truc pour continuer à progresser, ne pas être trop dans l'activité, mais ne pas être trop inactif non plus. Je pense que ça, c'est vraiment la fielding qui me semble être parfaite. Alors oui, c'est pas le combat exceptionnel, le gros nom, mais je pense vraiment qu'il peut continuer à construire progressivement. Il a fait une énorme performance et on a déjà vu beaucoup d'erreurs de management de combattants qui font des énormes performances et puis on les projette vers le haut et puis ça dégringole parce que ça a été trop vite. Et il n'y a aucune raison d'aller trop vite. Chez certains combattants plus âgés, il y a cette raison de voilà, brûler une étape, brûler deux étapes. Chez Ziam, cette raison n'existe pas. Donc j'aurais tendance à continuer à construire. Et voilà, Klose ou Haqparast, c'est parfait. Morgan Charrière. Alors, à la place de l'UFC, je le mets contre Julian Erosa. 30 victoires, 11 défaites en carrière, 8 victoires, 7 défaites à l'UFC. Ça fait un peu penser à ce palmarès que Morgan a. Bon, pas pour l'UFC, parce que Julian Erosa a plus d'expérience à l'UFC, mais c'est vraiment, Julian Erosa, c'est le gars qui prend pas de raccourcis. Il a pris des challenges dans sa carrière, il a des grosses victoires, il a des bons noms accrochés. C'est le genre de gars qui va gagner quand il est underdog, vraiment. Il délivre des chouettes combats. Donc Morgan contre Julian Erosa, on sait que ça va être un chouette combat. Les gens qui suivent le MMA et qui connaissent un peu tout le roster UFC seraient excités par cette opposition. Il est sur 2 victoires consécutives. Il était vraiment à la limite du top 15 plusieurs fois dans sa carrière. Et ces genres de profils, il faut savoir le passer. Il vient de créer la surprise contre Christian Rodriguez. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Donc, pour moi, ce serait un tout bon test et un tout beau combat. J'ai aussi vu le Volk sur Twitter qui a proposé Jack Shore. J'aime beaucoup. 2 anciens champions Cage Warriors. Un chez les featherweight, un chez les bantamweight. Ce serait un très très beau combat, une belle opposition. Je sais que l'UFC n'est pas toujours fan de mettre quelqu'un qui sort d'une victoire contre quelqu'un qui sort d'une défaite, mais ils sont pas toujours capables de faire 2 mecs qui viennent de gagner contre 2 mecs qui viennent de perdre. Donc j'aime beaucoup aussi cette proposition. Vraiment, ça donnerait un très, très, très très chouette combat également. On passe à Kevin Jousset. Alors Kevin Jousset, pour moi, la marche était trop haute contre Battle. Il faut reconstruire. Il peut attendre le perdant entre Jared Gooden, contre qui il devait combattre en mai et face auquel je l'avais mis ultra favori. Et Gooden a un combat prévu ici contre Nje Kuyani. Je pense qu'il partirait favori contre les deux. Il peut vraiment attendre le perdant de ce combat. Ça permettrait, de lui donner un peu de temps de repos. Je pense qu'ils s'affrontent d'ici quelques semaines. Donc voilà, il aurait un peu ce temps de repos. Étant donné qu'on part du principe qu'il devrait prendre le perdant aurait aussi son temps de repos. Et étant donné que je le vois favori dans ce combat, ça lui permettrait vraiment de reconstruire sa confiance. Lui aussi est encore jeune, il n'y a pas de raison de précipiter, il n'y a pas de raison de toujours vouloir regarder vers l'avant. Donc voilà, je sais encore une fois que c'est pas le matchmaking le plus excitant que je propose, mais le but de cette vidéo, c'était aussi de faire quelque chose de réaliste, pas seulement faire les combats de rêve où les gens s'excitent vraiment. Après, il y a beaucoup de chouettes oppositions. En parlant de chouette opposition, on passe à William Gomis. Alors, de base, et je reste sur cette idée, j'aime bien l'idée Edson Barboza. C'est un gros vétéran. Il a une valeur de nom. Il est toujours dans le top 15. Il a un attribut inné qui est similaire à celui de Gomis, leur vitesse. Ils sont tous les deux très rapides. Ils ont tous les deux de très très bons kicks. Donc pour moi, voilà, ça fait sens. Ça permet, en cas de victoire, de rentrer dans le top 15. Ça permet d'accrocher un gros nom, une name value, quelqu'un qui est à l'UFC depuis très longtemps, qui est encore crédible. Voilà, c'est pas un Tony Ferguson, c'est pas une name value qui est vraiment dans le déclin de dingue. Il a fait une super belle performance dans son avant-dernier combat où il a surpris beaucoup de monde. Avant ça, il avait aussi battu Yanez. Voilà, il s'est heurté à Liron Murphy qui a fait un énorme combat. Donc pour moi, ça c'est parfait. Parce que c'est ça ou bien quelqu'un qui est juste en dehors du top 15, genre Sean Woodson ou Steve Garcia. Honnêtement, sur la balance risque-bénéfice, Barboza me semble la meilleure option parmi ces 3 noms. La dernière option,
qui serait une grosse opposition de style et qui permettrait de prendre un top 15 qui est disponible, parce que quand on regarde le top 15, il n'y en a plus beaucoup qui sont disponibles. Ce serait Bryce Mitchell. Grosse opposition de style, name value, je crois qu'il a le 12 ou le 13 à côté de son nom. Il sort de son gros KO en décembre contre Josh Emmett, donc si on prévoit le combat, je sais pas moi, en janvier-février, Bryce Mitchell aura eu l'occasion de vraiment bien s'en remettre. Donc c'est également une option. Nassourdine Imavov. Alors, lui, il doit chercher le combat qui lui garantit le title shot derrière. Je vais faire un petit récap du paysage du top de la division middleweight. Dricus du Plessis est champion. On ne sait pas encore contre qui il va défendre son titre. Le numéro 1 et le numéro 2 de la division sont encore libres, c'est-à-dire Israel Adesanya et Sean Strickland. On est bien d'accord pour dire que Israel Adesanya peut avoir le star power qu'il veut. Sa défaite contre Dricus du Plessis ne mérite pas un nouveau title shot. Il a eu beaucoup de title shots suivant ses défaites. Il a eu beaucoup de défaites dans des title shots. Là, Israel Adesanya, il doit se reconstruire. Strickland, c'est potentiellement celui qui a le plus de chances d'obtenir son title shot, surtout qu'il y a déjà eu des déclarations de Dana White, etc. etc. En dehors de Strickland et Adesanya, qui sont 1 et 2, on a le 3 actuel, Whittaker. Peut-être que Nassourdine va le dépasser sur base de cette victoire, qui va affronter le numéro 12, qui est une grosse name value. On a Whittaker contre Chimaev qui arrive d'ici quelques semaines, d'ici 3-4 semaines. Et juste derrière Imavov, il y a Caio Borraio qui reste très actif. Tout ça pour dire, c'est dans l'intérêt de Nassourdine d'être actif. En jouant sur les probabilités, je crois que son meilleur choix, c'est Israel Adesanya. Pourquoi ? Parce que Strickland est celui qui a le plus de chances de prendre le title shot maintenant et d'avoir une annonce très prochainement. Si c'est pas Strickland, je pense sincèrement que le vainqueur Whittaker contre Chimaev sera en meilleure position que Nassourdine Imavov de prendre le prochain title shot. En tout cas, ils auront un très gros argument. Donc la pire chose qui puisse arriver à Nassourdine Imavov, c'est que Caio Borraio affronte Adesanya et que du coup Nassourdine se retrouve dans l'attente et que son run actuel de 3 victoires tombe un tout petit peu à l'eau parce que voilà, il y a vraiment quelque chose qui se dessine dans le top de la division. Imaginez, on a Strickland contre DDP, la revanche. On a Chimaev qui bat Whittaker et vu sa name value, c'est le prochain pour le titre. On a Caio Borraio qui affronte Adesanya. Là, clairement, Nassourdine, il sera sur le côté. Il va devoir prendre quelqu'un carrément en dehors du top 5 une nouvelle fois. Ça va pas. Donc pour moi, là, il faut jouer sur les probabilités, il faut jouer sur les possibilités. Il peut se proposer comme backup, mais encore une fois, backup, on a vu par le passé que ça rajoutait pas un gros argument par rapport à une victoire. Et donc là, sa meilleure option, ce serait Adesanya. Il pourrait prendre Caio Borraio aussi, mais je préfère Adesanya parce que ça veut dire regarder vers le haut. C'est d'un point de vue international, les gens vont vouloir regarder ce combat. Striker contre striker, c'est facile à vendre pour l'UFC. Une victoire contre Adesanya, bon là, voilà, t'es sur une série de belles victoires que contre du top 10 avec Adesanya dans le tas. Ouais, non, tu prends le title shot. Et Adesanya, c'est très facile à vendre sur un 5 rounds. Adesanya, je pense pas qu'ils vont le mettre en dehors dans pay-per-view, mais clairement, tu fais Nassourdine contre Adesanya, c'est un main event de Fight Night, de très très loin, et un super beau Fight Night d'ailleurs. Soit tu le mets en co-main event dans pay-per-view, et tu négocies le 5 rounds, ça c'est clair et net. Alors maintenant, on a entendu Nassourdine il a combattu 3 fois en 7 mois, 2 5 rounds dans le tas, on veut pas voir le combat ici sous peu. L'avantage, c'est encore une fois, le prochain title fight n'est pas encore défini. Donc, ils doivent même pas se synchroniser avec le prochain title fight. Ils peuvent le faire sur le pay-per-view suivant. Dans un monde idéal, tu le fais sur le même pay-per-view. Imaginons ça en février. Je pense que ce serait parfait. Imaginez, je sais pas, Dricus du Plessis qui défend contre Strickland en février avec Adesanya contre Nassourdine en co-main event. Pour l'UFC, c'est aussi très intéressant de faire ça. Finalement, BSD, ça va être très rapide parce que je l'ai dit et je vais le redire. Lui, c'est un repos qui l'attend. J'aimerais ne pas le voir dans la cage dans les 12 mois qui arrivent. Donc aujourd'hui, impossible pour moi de donner un potentiel adversaire parce que tout ce qui va se passer dans l'année qui arrive dans une division qui bouge autant que celle des lightweight, c'est impossible de donner un nom maintenant parce que le nom que je vais donner, probablement qu'il va combattre 1, voire même 2 fois d'ici là. Faudra clairement regarder un peu en arrière. Il faudra avoir une stratégie de reconstruction d'un point de vue managérial parce que voilà, j'ai cité cet exemple déjà une fois, je le recite une nouvelle fois. On veut pas que ça fasse comme Thomas Almeida, un mec qui monte et qu'on voyait comme potentiel futur champion, et puis aux portes du top 10, il se heurte à Cody Garbrandt, et puis c'est la descente aux enfers. Ça, il faut pas.
il faut pas que ce soit, comment on dit ça chez les chanteurs qui font un tube et puis on les oublie, one time wonder. Il faut pas que ce soit un one time wonder. Imaginez une carrière qui se termine sur maintenant deux autres défaites et puis on l'aura complètement oublié. Ce serait un gros what if. Il a besoin de se reconstruire, il a besoin de temps. Donc ici, voilà, les noms qui seraient intéressants actuellement, c'est des gars comme Jared Gordon ou Drew Dober. Voilà, c'est ceux qui sont rentrés dans le top 15 comme lui, ou qui n'y sont plus, enfin qui n'y sont plus, ou qui ont été proches du top 15, mais qui sont descendus depuis. Il faut pas regarder trop bas non plus, mais voilà, Jared Gordon, Drew Dober sont des gars qui ont leur expérience à l'UFC, qui ont montré voilà, qui avaient plus que leur place, qui avaient même leur place dans le top 20. Et en plus, c'est une certaine name value. Donc, moi, j'aime bien cette idée, mais à voir où en sera la division d'ici 12 mois. Et à voir aussi s'il reste en lightweight, parce que la question commence à se poser, vu le format qu'il avait ici dans ce combat, c'est est-ce qu'il descendrait pas en featherweight? Et dans ce cas-là, évidemment, toutes les possibilités changent. Merci à tous d'avoir suivi. À très bientôt. Maintenant, on clôture l'UFC Paris. On se concentre vers l'avant. L'UFC 307 arrive. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Ciao, ciao.